2 avril 2026. Championnat d'Asie de football féminin en Australie. Alors que l'hymne iranien retentit au sein du Gold Coast Stadium, les joueuses de la sélection iranienne restent muettes. Toutefois, afin de mieux comprendre toute la symbolique derrière ce geste, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur le sort réservé aux femmes dans le sport iranien, nous allons découvrir ensemble les vertus de cette pratique dans la politique internationale de l'Iran. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de la 21e série de Géopolitique, où moi-même et mon invité du jour, à savoir Mayar Manchipour, allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel le sport se mue en une arme géopolitique. Can find no way through. Mohammad Hadi Saravi, the Iranian, is the Olympic champion. That was so well wrestled. From a tactical point of view, he did everything right. Si le sport est indissociable de l'histoire plurimillénaire de la civilisation iranienne, aujourd'hui, cette pratique façonne la stratégie de soft power de l'Iran. Au sein de notre ère multipolaire, la puissance d'un État se mesure généralement à travers deux prismes aussi complémentaires que différents. D'un côté, se trouve la puissance dure, le hard power, qui réside dans la capacité d'une puissance à imposer sa volonté à l'aide de moyens militaires, voire économiques. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la puissance douce, le soft power, à savoir le moment où une puissance cherche à influencer, mais cette fois-ci par des moyens non coercitifs. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, suivie de la prolifération de la bombe atomique, ce soft power a pris largement le pas sur le hard power. Mais on va pas se le mentir, cela n'arrange pas du tout le régime actuel iranien, dont la création d'une bonne image à l'international n'est pas spécialement le point fort. Une faille, une avarie, pensée en partie grâce au sport. Au fil des années, cette discipline a permis en effet de promouvoir l'affiliation nationale ainsi que de forger un récit interne cohérent. Ça, c'est pour la partie, on va dire, davantage régionale. Mais si on élargit à la planète entière, les discours, les images, les médailles, les exploits des champions iraniens ont 3 effets notables. À savoir peser sur la scène internationale, apporter de la visibilité au pays, tout en bonifiant la page de garde de cette contrée aux yeux du grand public. Autre point intéressant, alors que le régime est décrié de toutes parts, le sport renforce l'idée d'une certaine unité nationale derrière des décisions largement critiquées en Occident notamment. Et enfin, l'organisation de petits championnats transnationaux promeut l'Iran en tant que pays sûr, en tant que pays stable, dans le but de contredire cette image d'État fermé. Allen with the clearance, not too far. Chance for the shot on goal and it's in! And Iran have won it with virtually the final kick of the match. Rouzbeh Cheshmi. Lors du tout premier épisode sur l'Iran avant la révolution islamique, on a vu comment la dynastie des Pahlavis avait usé du sport pour s'intégrer dans le concerto international. Pourtant, on n'était encore qu'au début du XXe siècle. Après la guerre froide, ce monde bipolaire a plongé dans une ouverture inédite. Résultat, de nos jours, le monde s'avère ultra connecté. On assiste à un phénomène d'ouverture inédit, entraînant une interdépendance croissante des pays entre eux. Autrement dit, hormis quelques exceptions, une puissance ne peut pas survivre sans coopération extérieure.
Parti pour être un État coupé du monde extérieur type Corée du Nord, la République islamique a dû se rendre à l'évidence qu'un minimum de relations extérieures était nécessaire. Et parmi les différents leviers utilisés, la participation des athlètes iraniens aux compétitions internationales symbolise une certaine ouverture progressive du pays ainsi qu'un retour honorable sur la scène internationale. Autre symptôme de ce comeback, un décret religieux paru en 1996 autorise sous certaines conditions les paris sur les courses de chevaux. Une pratique alors fortement réprimée depuis 1980, date de révolution islamique. Autre illustration de cette évolution, lors du mondial 1998, le match Iran-États-Unis a été précédé par la réalisation d'une photo où les joueurs des deux équipes ont posé ensemble. Quand Ali Rezazadeh, le champion olympique, multi-champion du monde de lutte poids lourd, devient champion olympique, s'il pouvait le devenir en 96 à Atlanta, et c'est plus important que n'importe quelle autre action diplomatique internationale. Cependant, chaque tentative de réinsertion dans le concerto mondial amène son lot de polémiques. Les plus conservateurs iraniens s'offusquent par exemple des tournées internationales réalisées par des formations iraniennes ou encore de la présence d'entraîneurs ainsi que de footballeurs étrangers au sein du championnat national. Iran against Iraq stood out as one of the must-watch quarterfinals in this Asian Cup. Ce formidable outil de promotion internationale se confronte néanmoins à une réalité géopolitique. Le sport représente en effet un formidable miroir des relations internationales. À travers cette pratique, on peut retracer l'évolution de l'entente entre un pays tiers et l'Iran. Le cas de l'Irak est extrêmement parlant. Jusqu'en 2001, les rencontres de football entre les deux sélections lors des campagnes de qualification se déroulaient sur terrain neutre. Au Koweït par exemple en 1989, à Doha en 1993, à Dubaï en 1996 ou encore à Saïda en 2000. Et ce, en raison des distorsions entre le régime des Mollahs et celui de Saddam Hussein. Mais dès lors que Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir, les relations entre les deux puissances de l'Orient se sont améliorées. Résultat, les lions de la Mésopotamie ont découvert Téhéran lors de rencontres internationales. Et aujourd'hui, ces matchs amicaux organisés contre la Bolivie ou encore la Palestine illustrent à la fois les convictions du régime, mais également la politique extérieure déployée. Car à contrario, l'Arabie Saoudite a constamment refusé d'envoyer sa sélection sur le sol iranien quand la possibilité d'une simple rencontre face à Israël est tout bonnement impossible. Ça va jusqu'à un point où les footballeurs Shojaei et Haj Safi ont été un temps exclus de la Team Melli pour avoir affronté les Israélites du Maccabi Tel Aviv sous les couleurs du Panionios. Une décision d'autant plus radicale, alors que ces derniers avaient pris le risque de boycotter le match aller au Moyen-Orient. Et au-delà de la sphère régionale, à l'international aussi, l'Iran instrumentalise le sport pour faire passer des messages diplomatiques. Avec, en tête de gondole, ce traitement des États-Unis. Déjà en 1998, lorsque ces derniers les avaient vaincus en phase de poule de la Coupe du Monde, le guide suprême Ali Khamenei s'était réjoui de voir, je cite, « l'oppresseur connaître une nouvelle fois le goût amer de la défaite ». Encore aujourd'hui, tout ce micmac autour de la venue de la sélection iranienne pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis illustre le poids du sport dans la géopolitique du pays. Des personnes ont été tuées en Iran en l'espace de quelques jours seulement. Il s'agit d'un massacre perpétré par l'État contre des civils pacifiques et non armés. Le plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un génocide. Et parmi les victimes figuraient des athlètes, des footballeurs, des lutteurs, des boxeurs, des champions de taekwondo et de karaté, des nageurs, des entraîneurs, des arbitres, des membres de l'équipe nationale et même un Olympien a été enlevé. National team members and even an Olympian was abducted.
Et comme hélas à chaque fois en Iran, à la fin ce sont les sportifs qui se retrouvent lésés. Alors, un petit récap s'impose. Donc, en plus des contraintes politiques, sociales, économiques et religieuses, les athlètes doivent aussi se soumettre aux exigences géopolitiques du régime. Et d'un point de vue purement sportif, il s'agit sûrement de la plus importante restriction. Des Iraniens peuvent se voir éliminés d'une compétition qu'ils préparent depuis parfois des années, juste car la République islamique en a décidé ainsi. Le monde du sport se souvient encore de cette situation lunaire survenue lors des championnats du monde de judo en 2018. Alors qualifié en demi-finale, Saïd Molahi s'est vu ordonné par les autorités iraniennes de déclarer forfait pour éviter d'affronter l'Israélien Sagi Mouki. Des rapports étalés sur plusieurs années font état de cette surveillance que subissent les athlètes iraniens, les empêchant notamment de concourir contre des adversaires israéliens. Les autorités présentent ces mesures comme protectrices, tandis que les observateurs estiment qu'elles compromettent l'indépendance sportive et réduisent les athlètes à de simples représentants idéologiques de l'État. Le sport offre un aperçu concret des opérations extérieures entreprises par les gardiens de la révolution islamique. C'est totalement fou, c'est totalement ubuesque, et forcément, tout le monde se demande ce que font les instances internationales face à cela. En 2019, elle apprendra en exil que le gouvernement a fait une concession sous la pression populaire et celle de la FIFA. Il a finalement autorisé quelques femmes à assister à certains matchs. Une simple exception à la règle, qui est quand même une petite victoire, mais payée le prix fort par des femmes comme Zeynab. Donc, que font les instances sportives internationales face à cette ingérence politique qui saute aux yeux ? Eh bien, jusqu'à très récemment, vraiment pas grand-chose. Lorsqu'en 2012, le Comité international olympique suspendait l'Inde pour son ingérence politique dans le sport, cette même instance promouvait des représentants iraniens à des postes de gouvernance. En fait, à travers cette initiative, le CIO était persuadé de renforcer l'inclusion ainsi que le dialogue avec l'Iran en occultant totalement que le sport iranien était littéralement une annexe politique du gouvernement. La question du hijab expose de même ce côté très passif. Au sein du CIO, il persiste une idée selon laquelle les athlètes iraniennes porteraient le voile pour des raisons purement culturelles. Un point de vue loin d'être totalement faux, mais qui reste bien trop minimaliste pour bon nombre d'ONG. Certes, la frontière entre choix culturels et obligations imposées par un gouvernement n'est pas toujours facile à définir, cependant, l'on ne peut omettre cette partie plus sombre. Mais malgré ces critiques, la réaction des instances sportives internationales est longtemps restée limitée. Quelques mesures, comme cette interdiction de participer aux qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 1986 émise par la FIFA, sont à mettre en valeur. Mais cela restait et reste encore très ponctuel. Ce n'est que très récemment qu'on a vu de réelles mesures de fond prendre forme. Le CIO a par exemple confirmé à l'agence Reuters toute son inquiétude autour de la situation des athlètes iraniens et ses échanges réguliers avec le comité olympique iranien à ce sujet. À peu près un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État si on veut, mais surtout pendant 12 ans président de la Ligue nationale de football professionnel, Maître Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, et moi-même, nous avons coécrit une demande transmise à M. Bach, alors président du CIO, pour exclure de la délégation de la République islamique à Paris 2024 les équipes masculines dans les disciplines où la pratique sportive est interdite aux femmes. Ce qui est logique. Dans la charte olympique, il est stipulé qu'il ne doit y avoir sur tout terrain de sport, notamment olympique, aucune discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. C'est marqué. Et en fait, mais on le sait, le CIO lui-même n'applique pas une charte qu'elle a rédigée et votée. Quelques mois après, 2 mois après, j'ai une réponse du secrétaire général. Mais, mesdames, messieurs, effectivement, nous sommes très préoccupés par la situation et nous saurons le rappeler. Ça veut dire, en fait, ils nous ont dit, allez voir ailleurs si on y est.
Et enfin, le plus triste dans tout ça, c'est que finalement ces organisations sont tout bonnement limitées. Le CIO, la FIFA sont puissants. Toutefois, il ne s'agit pas de l'ONU ou encore d'un État. Cela ne justifie pas ce manque de réaction, mais il est important de le rappeler. C'est triste, mais aujourd'hui, il paraît presque impossible d'empêcher la République islamique de mener à bien ses exactions. C'est ainsi que s'achève ce 5e épisode de Géosporétique, l'Iran et le sport, l'histoire d'une omerta. Le prisme positif du sport iranien, c'est le thème du prochain épisode qui sera également le dernier de cette série. Le sort réservé aux femmes dans le sport iranien, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.